bienvenue à ce Lab Santé de Midi Libre consacré aujourd'hui à l'apnée du sommeil. Nous l'organisons en partenariat avec le groupe Bastide que je vous invite tout de suite à découvrir avant de lancer les débats. Nous avons trois invités pour parler d'apnée du sommeil. Nous avons tous nos masques que nous allons tomber sur ce plateau puisque nous sommes soumis au pass sanitaire et vaccinés. Alors à côté de moi, monsieur Olivier Gallet de Santerre, vous êtes chirurgien ORL, spécialiste d'apnée du sommeil. On fait un petit tour de table avant de lancer le débat. Donc, vous étiez jusqu'à il y a peu, vous exerciez au sein de la clinique Beau Soleil du groupe Aesio. Madame Stella Roux, vous êtes du groupe Bastide et vous dirigez la cellule, enfin l'ensemble consacré aux pathologies respiratoires dans lesquelles est inclus l'apnée du sommeil à l'échelle de l'ex-Languedoc-Roussillon, et on verra tout à l'heure que c'est une grosse unité. Et Madame Françoise Michel, vous êtes une patiente, vous avez été équipée il y a déjà quelques années, donc vous allez pouvoir nous faire un retour sur votre vécu, votre ressenti, sur comment on vit avec l'apnée du sommeil et surtout comment on est soigné et comment on vit avec. Peut-être pour poser le débat, monsieur Gallet de Santerre, vous allez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'apnée du sommeil pour comprendre de quoi on parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, on en parlait moins il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pathologie ?
Bonjour et merci de m'avoir invité. On peut dire beaucoup de choses. Alors l'apnée du sommeil, c'est au départ une maladie qui est très facile à comprendre. Il s'agit de blocage respiratoire à répétition, uniquement pendant qu'on dort. Si vous voulez une petite analogie, les voies aériennes supérieures, c'est un tuyau, on va appeler ça vulgairement un tuyau, qui amène l'air depuis l'extérieur jusqu'au poumon. Ce tuyau est quasiment en totalité rigide. Le nez, c'est rigide, la trachée artère, c'est rigide, donc il n'y a pas de problème. Et puis au milieu, il y a un tout petit bout de quelques centimètres, qui est en gros derrière la bouche, dans ce que nous on appelle le pharynx, qui est un tuyau qui au contraire est souple et qui malheureusement est en plus rétréci. Et donc, si vous appliquez des lois de physique tout à fait de base, si vous faites passer un fluide, quand on inspire, on crée une dépression. Si vous faites ça sur n'importe quel tuyau, la partie qui est souple va avoir tendance à se mettre à vibrer, c'est le ronflement. Et puis, si vraiment la dépression est trop importante, la paroi va venir se collaber, se fermer, et c'est l'apnée du sommeil. Donc voilà, c'est le principe général est là, et c'est important parce que ça va permettre ensuite de comprendre tous les traitements. Tous les traitements vont viser à renforcer cette zone, mais l'apnée du sommeil, c'est une petite zone anatomique de quelques centimètres. Et quand on a une apnée du sommeil, enfin c'est pas une apnée du sommeil, déjà il y a plusieurs apnées du sommeil, et puis cette fermeture intervient plusieurs fois, c'est quand on dort, ça intervient plusieurs fois dans la nuit, et surtout on en sort avec très fatigué, avec des risques de santé autres que la fatigue. Il est important de le prendre en charge. Bien sûr, on fait tous des apnées naturellement. Donc le fait de faire des apnées n'est pas en soi anormal. C'est le nombre d'apnées qu'on va faire dans la nuit qui va faire qu'on va être malade ou pas. Il faut se dire que les patients qu'on traite font de 10, 20, 30, 40, 50, 60 apnées par heure de sommeil. Et donc là, bien évidemment, vous comprenez bien que le sommeil est complètement fractionné par cela. Et donc automatiquement, il y a ensuite des symptômes relativement importants. Madame Roux, au sein de Bastide, vous dirigez cette division respiratoire sur l'ex-Languedoc-Roussillon, et c'est une unité qui est importante. Vous avez un nombre conséquent de patients traités. Comment vous êtes structuré, et puis comment vous les approchez, comment ils sont pris en charge? Alors effectivement, je gère la partie respiratoire pour l'ex-Languedoc-Roussillon, comme vous le disiez. Au sein de mon agence, j'ai 46 collaborateurs, dont 25 techniciens. Dans ces techniciens, on a des infirmières, on a des pharmaciens qui interviennent auprès des patients également. On a des techniciens formés en activité physique adaptée. Donc, vous voyez, on a des compétences qui vont au-delà de la technique. Donc effectivement, on prend ces patients en charge souvent après l'appel du médecin qui a annoncé le diagnostic à son patient, quand on a une relation de confiance avec ce médecin, bien entendu. On intervient chez le patient dans les 24-48 heures en fonction de la disponibilité des patients. Nos techniciens installent le matériel, forment à l'utilisation, forment également l'entourage du patient et accompagne les patients tout au long de leur traitement. Oui, donc la porte d'entrée, c'est vraiment la porte médecin, c'est vos confrères, docteur Galit Santerre, et c'est souvent le médecin généraliste qui est alerté par une fatigue ou les symptômes qu'on repère facilement, qui sont aujourd'hui facilement identifiables. Oui et non. Quand on y pense, on trouve. Le problème, c'est que ce sont des symptômes qui sont assez banals et qui peuvent être retrouvés dans 50 000 autres situations. Il y a des symptômes nocturnes et diurnes. Nocturne, c'est bien évidemment le ronflement. Et ensuite, c'est les apnées, c'est les conséquences des apnées. Et donc, le patient a tendance à se réveiller, souvent la nuit, souvent brutalement, avec des sensations d'étouffement, des cauchemars à type de noyade, de la transpiration, le pouls qui s'accélère. Donc ce sont des réveils qui sont quand même assez désagréables. Ça donne envie d'uriner, donc ce sont des patients qui vont aller plusieurs fois aux toilettes la nuit. Donc du coup, ça fractionne votre sommeil, et les conséquences, c'est la fatigue le matin, des maux de tête. Et ensuite, dans la journée, plutôt que de parler de somnolence, parce que la somnolence est plus typée sur d'autres pathologies du sommeil, je parlerai de fatigue.
de fatigue, de lassitude, fatigue intellectuelle, physique, intellectuelle, c'est de l'agressivité, de l'irritabilité, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, avec des impacts sur les performances scolaires pour l'enfant, les performances professionnelles chez l'adulte. Donc fatigue intellectuelle, fatigue physique, fatigue sexuelle avec baisse de la libido. Et donc c'est quelque chose qui perturbe considérablement la vie des gens, mais il y a toujours une autre raison. On n'a pas assez dormi, on a du stress, on a tout ce qu'on veut, et on ne pense pas obligatoirement à l'apnée en première intention. Françoise Michel, donc vous souffrez d'apnée du sommeil. Est-ce que pour vous, le diagnostic s'est fait facilement? On a tout de suite compris de quoi vous souffriez? Comment ça s'est passé dans la vraie vie? Alors non, ça ne s'est pas passé tout de suite, ça n'a pas été décelé tout de suite, mais je n'avais pas beaucoup de signes annonciateurs. Par contre, la grande fatigue dont vous parlez, c'est ça qui m'a fait penser à cette apnée du sommeil. Pourquoi ça m'y a fait penser? Parce que mon mari a été appareillé 7 ans avant moi, et donc j'ai reconnu les mêmes symptômes. Et de plus, ce qui a déclenché la demande de test du sommeil, c'est que je me suis endormie au volant sur l'autoroute. Donc là, c'est votre médecin généraliste et l'histoire de votre mari qui ont fait que vous avez fait des tests Tout à fait. Voilà, un laboratoire ou peut-être chez vous, vous avez été... J'ai fait un test du sommeil à la clinique Clémenville. Et donc, on est tout appareillé avec des électrodes, etc. On rentre à la maison, on passe une nuit et on ramène les appareils le lendemain. Et ensuite, on a les résultats. J'avais donc 28 apnées par heure. Et mon mari en avait 40. Et c'était il y a déjà quelques années. C'était en 2009, il y a une douzaine d'années. D'accord. Et votre mari, donc, dans les années 2000, quoi. 2002, donc, oui, en 2002. Oui, Alors lui, il a été très, très mal décelé parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Son médecin a fait tous les examens possibles et imaginables, mais ne trouvant rien de mauvais. On l'a envoyé chez le psy. Et finalement, c'est en voyant une émission sur l'apnée du sommeil à la télévision qu'il a dit « mais c'est ça que j'ai ». Et on lui a fait le test du sommeil. Stella Roux, je crois que le groupe Bastide, c'est sa vocation, c'est dans son identité le traitement des problèmes respiratoires et l'apnée du sommeil. Vous avez été précurseur justement sur la prise en charge pour éviter l'errance thérapeutique que raconte Madame Michel. Oui, effectivement, le groupe a été créé en 1977 par Monsieur Guy Bastide, qui est le fondateur de notre société. Il était pharmacien d'officine et effectivement, il a démarré la prestation de santé à domicile par l'assistance respiratoire. Donc au démarrage par l'oxygénothérapie en livraison à domicile. Et il a démarré donc l'activité de prise en charge et du traitement de l'apnée du sommeil dans les années 2000-2002. Donc ça correspond complètement à ce que dit Madame Michel. Et tout de suite, la prise en charge qu'on connaît aujourd'hui était celle des années 2000, d'il y a 20 ans. Vous êtes beaucoup adapté. Oui, alors ne serait-ce qu'au niveau des machines de traitement qu'on appelle les pressions positives continues, les tailles ont considérablement diminué. À la base, les machines étaient... Enfin, Monsieur Gallet de Santeur pourra mieux le dire que moi, parce que je n'étais pas là à l'époque. Mais les machines étaient quand même assez conséquentes. Elles faisaient du bruit, donc c'était très encombrant pour les patients. Aujourd'hui, les machines ont relativement évolué et le traitement également. Donc, en fait, il y a le diagnostic qui est fait par le médecin, et ensuite, c'est à la personne qui a été diagnostiquée de se débrouiller, enfin, avec un prestataire pour être équipé. C'est quoi le fléchage, en fait, quand on est... Non, alors, il faut savoir que le patient a le libre choix de son prestataire. Bien entendu, s'il connaît un prestataire, et il peut tout à fait informer son médecin en disant qu'il connaît un prestataire et qu'il souhaite être traité par lui. Mais souvent, les patients ne connaissent pas le traitement de l'apnée du sommeil, sauf s'ils ont un membre de leur famille ou un voisin ou un ami appareillé, ils ne connaissent pas. Donc, en général, ils font confiance au médecin qui a réalisé l'examen de base qu'on appelle la polygraphie ou la polysomno. Et à ce moment-là, c'est le médecin qui contacte son prestataire pour qu'on puisse prendre en charge le patient.
Oui, parce que le prestataire, il y a cette fameuse PCC là, enfin, que tous les gens apnéiques, qui souffrent d'apnée du sommeil connaissent. Mais il faut aujourd'hui un équipement, une machine que vous avez apporté, Madame Michel. Vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, tout à fait. Ça se compose d'un appareil qui est relié, qui est branché. J'ai pas amené le manteau. Et à cet appareil est joint un tuyau avec un masque que l'on place comme cela. Bon, c'est pas grave. Enfin, on comprend voilà, que vous... Ouais. Pendant la nuit, il nous suit. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et ça peut paraître, comment dire, un peu barbare à celui qui découvre l'appareil, mais on s'habitue très vite. Enfin, Monsieur Gallet de Santerre disait les équipements d'il y a 20 ans étaient, et Madame Roux également, n'étaient pas du tout de cette taille-là. Comment on dort avec? Alors, l'appareil, il est posé, lui, sur la table de nuit à côté. Le masque est posé sur notre visage et il suit en fait les mouvements pendant la nuit. Et il y a une pression qui est à déterminer selon les personnes et selon le nombre d'apnées que l'on a. Et voilà, mais pour s'habituer à accepter son masque, c'est pas forcément évident. Quand mon mari a été appareillé, je m'étais dit jamais, mais quoi qu'il m'arrive, jamais je ne mettrai cet instrument de torture. Mais vu mon état de fatigue et j'ai dit je vais essayer. Alors c'est pas tout de suite facile au début, c'est sûr. Comme j'avais quand même un exemple, je pense que ça a facilité les choses pour moi de mettre aussi cet appareil. Et voilà, il a fallu quelques nuits, je ne le mettais pas toujours. Au début, au milieu de la nuit, je l'enlevais. Enfin bon, il y a une habitude à prendre quand même. Maintenant, c'est un geste habituel et qui est sans problème pour moi. Avec un bruit qui n'est plus qui n'est pas du tout celui d'un réacteur. C'est quoi? C'est l'équivalent d'une petite climatisation qui ronronne dans la chambre, c'est ça? Oui. Même au bout d'un certain temps, vous savez, on s'habitue au bruit, on ne l'entend plus. Et puis c'est vraiment effectivement, oui, une petite clim, pas plus. Avec des résultats, donc on s'y habitue d'autant mieux qu'on a des résultats. Vous, ça a changé votre vie, concrètement. Tout à fait. Au bout de, je ne sais plus, 1 ou 2 mois, j'ai retrouvé mon énergie. J'avais l'impression avant d'avoir 80 ans et j'ai retrouvé mon énergie, mon activité habituelle. Et voilà, je ne m'endormais plus pour un rien. Oui, ça change la vie. Madame Roux, quelles sont les remontées de terrain que vous avez? Comment ça se passe? Quelles sont les questions les plus fréquentes que posent les patients? Quelles sont les difficultés ou pas, ou les choses qui sont bien acceptées? Alors, il y a des patients qui s'adaptent très très vite à l'appareillage et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus long. Donc, on est là pour faire un accompagnement thérapeutique, vraiment pour les accompagner. Des patients qui l'utilisent d'emblée 8 heures par nuit et d'autres qui vont l'utiliser au démarrage juste pour s'endormir. Dès qu'ils se réveillent dans la nuit, ils vont l'enlever et réitérer ça toutes les nuits jusqu'à ce qu'ils puissent s'adapter au traitement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un métier très valorisant pour nous parce qu'on arrive à changer la vie de certains patients. Alors, avec le médecin, bien entendu, qui a fait le diagnostic à la base. Mais les retours terrain, oui, c'est ou des soucis d'adaptation à la base ou des changements de vie radicaux parce que certains patients s'habituent aussi à leurs symptômes, au fait d'être fatigués, ou ils expliquent ça par la prise de l'âge, la prise de poids. Mais globalement, on a des retours très positifs sur ce type de traitement qui est le traitement de référence aujourd'hui. Voilà. Et vous suivez, rappelez-moi combien, enfin expliquez-nous combien vous suivez un nombre de patients qui est conséquent Oui. en Aix-Languedoc aussi. Alors sur l'agence que je gère, on a à peu près 10 000 patients appareillés, dont 8 500 pour l'apnée du sommeil. Et de tout âge. Et de tout âge. Alors la moyenne d'âge en appareillage chez nous, c'est à peu près 65 ans.
Vous me direz, Monsieur Gallet de Santer, si vous êtes à peu près dans les mêmes âges. C'est une moyenne. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des jeunes, des personnes moins jeunes. Enfin, maintenant, il y a de tout, hein. Mais c'est une pathologie qui se développe plus avec l'âge, normalement. Mais ça, je vais laisser Monsieur Gallet de Santer s'exprimer sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un profil type du patient, enfin de la personne qui souffre d'apnée du sommeil, ou il n'y en a pas? Non, il n'y a pas de profil type. Il y a des grands facteurs de risque connus qui sont le poids. Donc bien évidemment, quelqu'un qui est en surpoids et quelqu'un qui est obèse va avoir beaucoup plus de risques d'avoir un syndrome d'apnée que quelqu'un d'autre. La prise d'alcool le soir, ça je crois qu'on en a tous fait l'expérience un jour de notre vie, aggrave les choses. Mais après, non, c'est une maladie qui touche tous les âges, depuis la naissance jusqu'au décès, avec effectivement des pics, hein, qui touchent les deux sexes. Parce que en fait les causes sont multiples. On est en train de travailler beaucoup là-dessus. On a cru au départ que c'était une maladie uniquement de la personne en surpoids, mais on a des gens qui sont entre guillemets normaux, hein, qui ont un rapport poids-taille strictement normal et qui ont quand même un syndrome d'apnée du sommeil. Et les causes, puisque vous travaillez dessus, quelles sont-elles aujourd'hui? Quelles sont celles qui sont connues? Alors, tout ce qui va entraîner ce collapsus, tout ce qui va aggraver ce problème va être cause d'apnée. Donc les plus grosses, c'est donc le surpoids. Le surpoids va se mettre partout, y compris au niveau de ce fameux tissu mou, et donc rétrécir encore un petit peu plus l'espace. Il y a des formes de visage, on va dire, toutes les formes de visage, les gens qui ont une mâchoire un peu en recul, ce qu'on appelle la rétrognatsie, va là aussi entraîner des rétrécissements et donc possiblement de l'apnée. Chez l'enfant, chez le petit, la grande cause, c'est l'hypertrophie des amygdales. Entre 3 et 7 ans, c'est vraiment la pathologie la plus fréquente. Après, il y en a peut-être d'autres. On a heureusement un réflexe naturel, sinon on serait tous apnéiques, puisque le système est fait pour être apnéique. On a des réflexes de défense musculaire pendant qu'on dort. Il semblerait qu'on n'ait pas tous le même réflexe de défense. Là, je rentre un petit peu dans des détails, mais il semblerait qu'il y ait des patients strictement normaux, qui n'ont pas d'anomalie faciale, qui n'ont pas de surpoids, et qui vont faire de l'apnée parce que ce réflexe de défense qu'on a la nuit n'est pas suffisamment performant. Et c'est là-dessus qu'on travaille là pour les années qui viennent. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Comment a-t-on pris conscience du phénomène, de cette problématique? Qu'est-ce qui a réveillé les médecins? Alors, qu'est-ce qui a réveillé? Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris conscience? Je n'en sais rien. C'est vrai qu'au cours de mes études de médecine, moi, en pathologie du sommeil, j'ai eu exactement 0 heure d'enseignement sur 7 ans. Je crois qu'il y a quelques heures actuellement, donc c'est vraiment le parent oublié. Moi, quand j'ai fait mes études, la maladie, elle commençait le matin quand on se réveillait, puis elle s'arrêtait le soir quand on s'endormait. Et en fait, il y avait à l'époque quelques huluberlus dans le milieu médical qui étudiaient un petit peu le sommeil. C'était très compliqué. C'était très compliqué parce que les études étaient compliquées, parce que les enregistrements du sommeil étaient compliqués. Je pense qu'il y a eu un élément important, c'est toute l'arrivée de l'informatisation qui a rendu ces enregistrements du sommeil beaucoup plus simples à mettre en place. Donc c'est une maladie qui a toujours existé, bien évidemment, mais on a commencé à l'étudier, je dirais, dans les années 80, donc ça fait 40 ans. Ça paraît beaucoup, mais en termes d'histoire de la médecine, c'est ridicule. D'où justement les progrès permanents, parce que c'est une pathologie jeune, c'est un milieu qui est très jeune. Pathologies du sommeil en général sont encore des champs très peu explorés. Stella Roux, je crois qu'au sein du groupe Bastide, vous avez, vous, des experts qui travaillent en comité scientifique. La recherche n'est pas que hospitalo-universitaire ou dans le fait de passionnés, de médecins passionnés par ces questions-là. Vous-même, vous avez votre propre labo d'études sur le sujet. Effectivement, au sein du groupe, on a un conseil médical et scientifique qui est composé de 10 médecins de différentes spécialités. Donc on a des pneumologues, cardiologues, neurologues, psychiatres, ORL, sur lequel il se penche assez régulièrement sur le sujet et il nous aide en tout cas dans la prise en charge de nos patients. Et on participe effectivement à certaines études. Vous en avez en cours actuellement sur l'apnée du sommeil?
Oui, alors il y en a en cours sur le plan national, hein, sur le Languedoc-Roussillon. On travaille sur une étude qui s'appelle MREHAB, sur des outils connectés qu'on va pouvoir brancher sur les PPC, hein, les machines de traitement de l'apnée du sommeil, pour justement évaluer le traitement à distance. Vous seriez prête, vous, madame, à tester des nouveaux outils? Vous êtes tellement contente de votre, de votre PPC actuel que vous ne voulez pas risquer de perturber vos nuits? Non, moi je suis tout à fait favorable à essayer quelque chose de plus petit, par exemple. J'ai d'ailleurs fait une autre expérience qui s'est mal passée pour moi, mais qui peut être très importante et très bien ressentie par d'autres personnes. Nous voyagions beaucoup à cette époque-là, et transporter ça dans une valise, ça fait du poids, c'est pas facile à installer quand on change de chambre chaque fois. Et donc, j'avais entendu parler de la possibilité de mettre une orthèse, d'ailleurs avec le docteur Gallet de Santerre, qui avait d'abord fait un test pour savoir si j'étais apte ou pas à porter cette orthèse. C'était le cas pour moi. Ce qui s'est mal passé, c'est que les premiers temps, donc j'étais suivie à la faculté d'orthodontie, et l'orthèse, elle se règle petit à petit. On peut pas. En fait, il s'agissait d'avancer la mâchoire inférieure pour que la langue, qui est un muscle, ne parte pas trop à boucher, obstruer les voies respiratoires. Et donc, petit à petit, on règle cette orthèse pour que la mâchoire avance. Mais on ne peut pas faire d'un seul coup, ce serait trop brutal. Et donc, on a fait ça sur 2-3 mois, mais on n'était pas arrivé du tout au bout de ce qu'il fallait. Et il y avait, la faculté était en congé au mois d'août. Donc, je suis restée avec l'espace où on en était, le réglage où j'en étais. Et je n'ai pas remis mon masque, donc j'ai continué avec ça, mais j'ai commencé à avoir de l'hypertension. Ensuite, j'ai eu de nouveau la fatigue que je sentais revenir. Voilà, donc au bout d'un certain temps, j'ai quand même repris mon masque. Et ensuite, on a repris en septembre les réglages, mais suite à un réglage un petit peu plus avancé, mes mâchoires qui étaient déjà fragilisées, hein, je dois dire, ma mâchoire a sauté. Et je suis restée donc comme ça, la bouche ouverte, sans rien pouvoir faire. Heureusement, mon mari qui avait fait du karaté savait remettre la mâchoire, donc il m'a remis. Mais du coup, ça m'avait quand même fait bien mal, et ma mâchoire n'était plus si stable. Et donc, je suis repassée au masque. Voilà. Mais je suis tout à fait volontaire, si vous en avez besoin, pour faire d'autres essais. Madame Roux, c'est des questions ça qu'ils vous posent beaucoup, vos patients. Est-ce que je pourrais tester autre chose? Et après, Monsieur Gallet de Santerre va nous expliquer quelles sont peut-être les pistes actuelles. Mais aujourd'hui, la PCC, c'est l'arme ultime contre l'apnée du sommeil. On peut difficilement s'en passer. Oui, alors aujourd'hui, c'est le traitement de référence pour l'apnée du sommeil, mais il existe d'autres traitements. Donc effectivement, les patients nous posent la question, donc on les renvoie vers le médecin quand même, parce qu'il y a des contre-indications aussi à utiliser l'orthèse d'avancée mandibulaire, que M. Gallet de Santerre va pouvoir nous expliquer, parce que tous les patients ne sont pas éligibles à l'orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, Monsieur Gallet de Santerre, je pense que là, c'est à vous de nous expliquer quels sont pourquoi l'orthèse, quand est-ce qu'on peut on peut tester, et pourquoi il faut généralement, je pense que c'est 90% des gens qui sont équipés de PCC aujourd'hui. J'ai aucune idée des proportions. Je ne sais pas la proportion entre PPC, orthèse, chirurgie, perte de poids. Ce qui est important, c'est qu'on ait à notre disposition plusieurs traitements. Il y a plusieurs apnées, il y a plusieurs types de patients. Chaque patient est différent et chaque traitement a ses avantages et ses inconvénients. Il y a une règle de base qui sont les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire que si vous avez pris du poids, si vous êtes apnéique,
par cette prise de poids, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que la perte de poids va vous faire revenir à la normalité. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, la ventilation en pression positive, la PPC, et le traitement de référence à l'heure actuelle pour tout ce qui est syndrome d'apnée sévère, à forts symptômes. Pourquoi? Parce que si c'est bien toléré, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de tolérance, mais si c'est bien toléré, c'est un traitement qui marche quasiment à tous les coups, qui n'a pratiquement aucun effet secondaire. Donc pour nous médecins, c'est une sécurité absolue d'avoir ce traitement. Excusez-moi pour bien comprendre, c'est parce que de l'air, du coup, est insufflé de manière, pendant que la personne ne s'en rend pas compte, quoi, et évite cette obstruction dont on parlait tout à l'heure. Cet air, ce n'est pas de l'oxygène, ça ne Oui. va pas dans les poumons, Oui. c'est juste ce qu'on appelle nous une attelle pneumatique, c'est-à-dire ça envoie de l'air sous pression pour maintenir ce petit tuyau souple qui est collabé ouvert, comme vous savez la bouche sur les terrains d'aviation, quand il n'y a pas de vent, elle est complètement affalée, et dès qu'il y a du vent, elle se gonfle, elle s'ouvre. Voilà, c'est une attelle pneumatique, donc c'est quelque chose de très simple, c'est un traitement mécanique qui est très très simple et qui n'a pas d'effet secondaire. Après, il y a cette tolérance, il y a quand même des patients qui ne la tolèrent pas bien. Madame en est un exemple, elle a voulu essayer autre chose. On a l'orthèse avancée mandibulaire, qui est un petit appareil qui a peut-être... L'orthèse, c'est une goutière, enfin, pour parler... C'est une gouttière, c'est comme un protège-dents, si vous voulez, qui avance la mâchoire. Madame Regardez, Michel nous a ça, porté c'est pas l'orthèse. merveilleux. Voilà une orthèse. Donc c'est un protège-dents qui avance la mâchoire du bas de quelques millimètres. Là encore, c'est pour ouvrir cet espace qui est collabé. C'est globalement peut-être mieux toléré que la PPC, mais c'est également globalement moins efficace et il peut y avoir des effets secondaires. Encore une fois, aucun traitement n'est parfait. Donc on adapte en fonction de la sévérité, en fonction du profil du patient, après discussion avec le patient, en lui disant tiens, il y a tel traitement. Chaque traitement a ses avantages et ses inconvénients. C'est ce qui fait la richesse des discussions qu'on peut avoir avec nos malades. Et Stella Roux, les personnes de Bastide qui sont sur le terrain, donc au contact des patients, il faut quoi? Il faut souvent régler l'appareil, il faut les rassurer, c'est de la psychologie, c'est de la technique, c'est quel type de discussion qui s'instaure? Il y a de tout, il y a de la psychologie parce qu'il faut arriver à motiver aussi les patients à utiliser ce traitement. Hein. Vous voyez, c'est quand même... pas très fun comme ça quand on le voit d'un premier abord. Donc il faut faire preuve de beaucoup de psychologie. Il y a de la technique parce qu'il faut trouver les bons réglages pour que le patient soit bien traité. Hein. Donc on doit aider le patient à être observant à plus de 4 heures par nuit parce que l'efficacité se mesure par rapport au temps d'utilisation. Et trouver les bons réglages pour avoir un index d'apnée-hypopnée raisonnable avec l'appareil. Donc en fait, on a un petit mouchard dans l'appareil qui nous permet de savoir si le patient est bien traité ou pas. On a ce qu'on appelle un IAH résiduel. Donc vous les suivez à distance, c'est ça? Alors on les suit en présentiel et également à distance. Hein. On est soumis au télésuivi depuis 2018, je crois. Oui, 2018. Le télésuivi est arrivé dans nos activités, ce qui fait qu'on a des alertes maintenant quand les patients n'utilisent pas leur appareillage ou quand ils baissent leur utilisation, ce qui nous permet de réagir très rapidement, de les recontacter, voir s'il y a eu un problème d'ordre technique ou même psychologique. Hein. Parfois, il suffit de les remotiver pour utiliser leur appareillage, mais en tout cas, ça nous permet d'être vraiment proches de nos patients. Et vous avez également un retour il fait également des enregistrements des nuits. Non, ça, il faut le faire après, c'est un médecin qui le fait. Vous savez si ça marche ou pas? Oui, c'est pas... Oui. Oui. Alors, Monsieur Gallet de Santeur va pouvoir nous en dire plus par rapport à la fréquence de contrôle de ces patients-là. Ça dépend vraiment des médecins et des spécialités, mais je vais le laisser s'exprimer. Comment ils sont suivis? Alors, peut-être Madame Michel, vous, est-ce que vous continuez à être suivi? Ça fait des années que vous êtes équipé. Vous avez toujours un suivi ou on considère que ça roule et on vous laisse vous débrouiller? Non, nous avons un suivi assez régulier puisque tous les 6 mois, nous avons un contrôle sur place. Le personnel de Bastide vient nous contrôler. Toujours très agréable, toujours répondre à toutes nos questions. C'est vraiment très, très rassurant. Alors au départ, effectivement, ils nous apprennent à nous servir de la machine. Et ensuite, c'est
Il y a un relevé qui est fait régulièrement maintenant et qui viennent nous changer le masque, voir si tout fonctionne bien, nous poser quelques questions pour savoir si on est toujours en bon état. Voilà. Ça, c'est tous les 6 mois. Et nous avons un contrôle annuel par le pneumologue qui nous suit. Donc on voit, vous, clairement que vos analyses n'ont rien à voir avec celles qui étaient faites avant que vous ne soyez équipé. Non, au lieu de 28, j'en suis à 1 ou 2 apnées par heure. Ce que vous ne ressentez pas, enfin il n'y a pas d'effet une ou deux, c'est presque la physiologie naturelle de quelqu'un qui a l'impression d'avoir une bonne nuit, monsieur Gallet de Santerre, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. On fait tous des apnées, on ne cherche pas à être à 0 apnée. 1 ou 2 apnées par heure, vous êtes totalement tranquille. Vous pouvez être tranquille, madame. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer dans les recherches, enfin les voies de recherche, la molécule anti-apnée, ça c'est complètement futuriste, inimaginable. Quels sont je crois que vous avez participé, enfin j'en suis même sûre, à un essai clinique lorsque vous étiez vous étiez en poste au sein de la clinique Beau Soleil avec de la neurostimulation. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est intéressant comme voie? Est-ce que ça restera marginal? Alors, à côté des 2 grands traitements dont on a parlé, la PPC et l'orthèse, plus les mesures gynédictiques, j'insiste vraiment là-dessus, oui, on peut, dans certains cas, sur des patients très sélectionnés, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui là-dessus, on peut leur proposer éventuellement des actes chirurgicaux, cette chirurgie ayant toujours le même objectif de réouvrir ces voies aériennes. Avec les inconvénients de la chirurgie, bien évidemment, on est dans des choses beaucoup plus agressives que dans les 2 premiers traitements, avec l'ambition de guérir, je mets beaucoup de précautions dans ce mot, nos patients. Et effectivement, parmi les nouveautés, il y a la neurostimulation chirurgicale, qui est l'implantation comme un espèce de pacemaker, non pas cardiaque mais respiratoire, qui permet pendant la nuit des stimulations de la langue pour éviter ce collapsus. Donc là, on est dans des relatives nouveautés, mais c'est une nouveauté qui est là depuis 5-6 ans, donc c'est déjà plus totalement de l'expérimentation. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas le remboursement en France, donc ça reste encore du domaine de la recherche. Mais c'est des choses qui progressent, et les patients qu'on a pu opérer globalement ont été totalement satisfaits et ont pu être désappareillés ou de leur PPC ou de leur orthèse. La pilule anti-apnée, personnellement, je ne la connais pas et je ne crois pas qu'elle y est, qu'elle y sera dans les années qui viennent. En revanche, des médicaments pouvant permettre d'améliorer le sommeil des patients apnéiques, ça, sont des voies qui sont en train d'être cherchées. Et je pense que dans les années qui viennent, il y aura des nouveautés sur ce plan-là. C'est 7-8 patients, je crois, qui ont été appareillés à Beau Soleil avec la neurostimulation. Avec le neurostimulateur, on en a implanté 8, on devait en implanter 12, puis ça a été arrêté à cause du Covid, donc on ambitionne de continuer. Après, il y a d'autres centres en France, à Paris, à Grenoble, à Bordeaux, qui en ont fait. Il devait y avoir une étude prospective là-dessus avec les Allemands qui sont très en pointe là-dessus. Malheureusement, tout a été arrêté à cause du Covid. Donc c'est des choses qui vont se remettre en place. Donc on peut pas discuter à court terme. Mais à moyen terme, dans les 4, 5, 6 ans qui viennent, je pense qu'il y aura des nouveautés. Oui. Madame Michel, je crois que vous aviez testé pour utiliser votre machine, et c'est peut-être un traitement complémentaire des séances de respiration ou de sophrologie ou de méditation, enfin ce que vous m'avez dit quand on a préparé cette émission. Oui, on en avait parlé avec le docteur Clavel qui me suivait, parce que je connaissais des personnes qui devaient être appareillées, qui avaient beaucoup de mal à accepter leur masque. Et on avait parlé, mais après moi j'ai arrêté, mais de faire éventuellement des accompagnements pour apprivoiser son masque, c'est-à-dire un peu de relaxation, et ensuite ne pas l'apprivoiser, c'est-à-dire ne pas considérer ça, justement, comme je disais tout à l'heure, comme un appareil de torture, mais comme un ami qui vous veut du bien. Donc, c'est-à-dire de le toucher, de l'appréhender, avec un peu de relaxation, et d'être détendu pour cela, et
le mettre, l'essayer, voilà. Je pense que c'est important d'apprivoiser son masque pour l'accepter. Et Madame Roux, ça apprivoiser son masque, c'est finalement l'essentiel du travail des techniciens qui sont au contact des patients. Oui, alors l'interface, c'est le plus difficile à accepter dans le traitement, finalement, c'est d'avoir un masque. Et c'est marrant que vous parliez de ça parce qu'on est en train de recruter une personne qui est hypnothérapeute justement pour nous aider à accompagner ces patients qui ont des difficultés d'adaptation. Donc vous allez le proposer un accompagnement aux personnes qui sont vraiment réfractaires. Oui. En tout cas, c'est un projet à court terme, donc je pense qu'on va mettre ça en place très rapidement. Je crois que vous allez tous les deux la semaine prochaine, on l'évoquait en amont, à un congrès du sommeil à Lille, le congrès national. Est-ce que l'apnée du sommeil va faire partie des sujets qui vont beaucoup mobiliser les médecins? C'est des sujets qui sont importants dans les congrès? Oui, absolument, ne serait-ce que par le nombre de patients à traiter, à diagnostiquer. C'est 5%, c'est ça en France, qui l'ont sous forme difficile pathologique, on ne sait pas, donc on ne peut faire que des extrapolations. On considère que oui, en gros, il doit y avoir 5% de la population, enfants comme adultes, touchés par cette maladie, dont peut-être encore, je pense, une petite moitié qui n'est pas diagnostiquée. Donc il y a encore beaucoup de travail. C'est plusieurs millions de personnes en France. Et c'est de très loin, bien sûr, la pathologie du sommeil la plus fréquente. Oui, ça prend une place énorme dans un congrès sur les pathologies du sommeil. Voilà, nous, on s'adresse plutôt au grand public. La moitié des gens qui ne sont pas diagnostiqués, c'est énorme. Quels sont peut-être les messages grand public à faire passer? Vous avez chacun une expérience, soit en tant que patiente, soit en tant que prestataire et au contact des patients, soit en tant que médecin. Et peut-être qu'on va finir comme ça notre débat. Quel conseil vous donneriez à une personne qui ne sait pas qu'elle est touchée et comment on peut s'interroger, est-ce que je ne souffre pas d'apnée du sommeil? En reprenant tout simplement les symptômes du départ, est-ce que je ronfle? Est-ce que je me réveille la nuit? Est-ce que je me lève plusieurs fois pour uriner? Est-ce que je suis fatigué le matin? Est-ce que je ne me sens pas bien dans la journée? Donc encore une fois, à part le ronflement, sont des symptômes qui sont assez ubiquitaires et assez banals, mais leur association doit automatiquement faire penser à cette maladie. Je ronfle et je suis fatigué, même si c'est peut-être pas ça, ça doit m'inciter à aller voir un médecin, en parler avec son médecin traitant, qui ensuite va poser d'autres questions et va essayer d'élaborer ce diagnostic pour ensuite envisager un enregistrement du sommeil qui fera le diagnostic à coup sûr. Et l'hygiène de vie, parce que là, je rebondis là-dessus, on l'a pas tellement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais se dire je perds du poids, c'est vraiment, ça a une efficacité instantanée sur les symptômes d'apnée du sommeil? Instantané, non, parce que déjà la perte de poids n'est pas instantanée. Encore une fois, vous l'avez compris, c'est une maladie qui est souvent multifactorielle, donc ça peut ne pas suffire. Mais la perte de poids, si la personne est en surpoids, voire en obésité, va avoir obligatoirement un impact positif sur la maladie. Que ça le guérisse ou que ça l'améliore, c'est difficile à savoir, mais ça va avoir un impact. La personne qui, dans les 3-4 dernières années, a vu les symptômes apparaître en prenant 3-4 kilos, on peut quasiment, raisonnablement lui dire que s'il repère ces 3-4 kilos, il va revenir à la case initiale et donc voir disparaître les symptômes. Madame Roux, donc vous qui êtes au contact, Bastide est au contact avec une patientèle, je suppose qu'il y a dans les personnes que vous suivez des personnes qui souffrent d'apnée du sommeil et qui s'ignorent. Est-ce que vous les sensibilisez à ces questions-là avant qu'ils ne viennent vers vous? Est-ce que c'est des sujets que vous évoquez avec eux? Quels sont les messages également grand public que vous pourriez nous donner? Bah oui, effectivement, on a des patients qui sont appareillés pour d'autres traitements en fait que l'apnée du sommeil. Ça fait partie aussi de notre accompagnement que de les sensibiliser et que de leur conseiller d'aller voir leur médecin traitant quand on dépiste comme ça certains symptômes comme la somnolence, la prise de poids, les maux de tête au réveil, la nicturie. Oui, bien entendu, on les sensibilise. Et Madame Michel, vous,
quel est le message que vous, puisque vous avez, votre mari a été en errance assez longtemps, vous-même, même si vous aviez été sensibilisé par la maladie de votre mari, ça n'a pas été, finalement, vous avez quand même mis un certain temps à poser des mots sur votre maladie. Vous en parlez autour de vous, vous voyez autour de vous des gens qui devraient se faire diagnostiquer, qui ne le font pas. Vous avez le sentiment que dans le grand public, les choses ont quand même beaucoup évolué, vous qui êtes au contact de cette maladie depuis des années? Alors dans le grand public, je ne sais pas, mais avec tous ceux que nous rencontrons, dès qu'on nous parle de fatigue, on a ça en tête et on leur dit allez faire un test du sommeil, vous serez fixés. Et puis si les gens ronflent ou quoi, pareil, voilà, si on entend ces signes-là, qui que ce soit de notre entourage, on parle tout de suite de l'apnée du sommeil. Parce qu'on a mis tellement de temps pour nous y arriver qu'on est sensibilisé à cela. Merci à tous, merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. Et puis nous vous donnons rendez-vous le 1er décembre pour le futur Lab Santé qui sera consacré au lien entre le public et le privé. Nous irons à Lunel avec une relation entre le groupe Clinipol et l'hôpital public de Lunel. À très bientôt.